Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le samedi 6 mai 2026 et aujourd'hui nous allons aborder les événements récents avec le recul et, disons, la sérénité nécessaire. L'objectif n'est pas de générer de l'inquiétude, mais simplement d'exposer les faits. Bonjour, oui, c'est exactement ça. Une approche factuelle, posée, surtout face à l'actualité des 2 dernières semaines. Absolument. Et pour cette exploration détaillée des rapports d'évaluation du renseignement couvrant la mi-avril à aujourd'hui, cette émission est sponsorisée par ProWave AI et générée par Stylo News, l'application d'actualité propulsée par l'intelligence artificielle. Et c'est important de préciser ce qu'est Stylo News, en fait. C'est la déclinaison grand public du logiciel Stylo Intel Ops. C'est ça. Le logiciel conçu pour les opérations gouvernementales et militaires. Tout à fait. Donc, ce que nous utilisons ici pour analyser ces données, c'est littéralement un outil pensé pour les décideurs mondiaux. Ça offre un niveau de synthèse assez unique pour cartographier cette nouvelle ligne de front cybernétique. Une ligne de front où l'IA offensive prend de plus en plus de place. Alors, rentrons dans le vif du sujet. En épluchant ces documents, on voit très clairement 4 acteurs étatiques majeurs qui opèrent en permanence. La Russie, la Chine, l'Iran et la Corée du Nord. Il y a un point commun très net entre ces 4 acteurs, c'est l'évitement de la confrontation directe, en fait. Leurs objectifs sont différents, mais personne ne veut franchir le seuil du conflit armé classique. Exactement. Et si on commence par la Russie, les rapports montrent une approche très hybride, avec un focus très fort sur l'Europe. On parle de groupes comme APT28 ou No Name 057. Oui, APT-28, qui est lié au renseignement militaire russe. Et l'utilisation simultanée de ces deux groupes, c'est fascinant d'un point de vue stratégique. Ça illustre parfaitement le concept de déni plausible. C'est-à-dire? Prenez No Name 057, par exemple. Ils se présentent comme des activistes. Ils vont paralyser des serveurs européens avec des attaques par déni de service, des DDoS. Ça crée un chaos constant, mais l'État n'a pas à en assumer la responsabilité officielle. D'accord, c'est une sorte d'écran de fumée en quelque sorte. Exactement. Et pendant ce temps, dans l'ombre, APT-28 mène des opérations beaucoup plus chirurgicales. Le piratage des comptes Signal de fonctionnaires allemands via hameçonnage, c'est eux. Oui, les rapports mentionnent aussi plus de 170 comptes d'officiels ukrainiens compromis et même une attaque déjouée de justesse contre une centrale thermique en Suède. Absolument. Et pirater Signal, ce n'est pas pour détruire, c'est pour cartographier. Savoir qui parle à qui, ça permet d'anticiper les décisions politiques ou de lancer des campagnes de désinformation très ciblées. Il y a aussi la dimension purement financière qui devient un vrai champ de bataille. Un événement a beaucoup fait parler mi-avril, l'attaque contre la plateforme d'échange de crypto-monnaies russe Greenex. Ah oui, avec plus d'1 milliard de roubles qui se sont volatilisés. C'est ça. Et là-dessus, pour rester parfaitement neutre, disons qu'il y a 2 lectures très différentes. La Russie affirme qu'il s'agit d'une opération de sabotage orchestrée par les services occidentaux. Et de l'autre côté, en Occident, certains analystes estiment que si l'attaque est étatique, elle s'inscrirait dans l'application numérique des sanctions internationales. Oui, et ça montre bien que l'infrastructure civile est devenue une cible légitime, disons. La numérisation efface la frontière entre le civil et le militaire. 1 milliard de roubles volés, ça entrave directement la capacité d'un État à contourner des sanctions. Tout à fait. C'est l'essence même de cette guerre hybride. Et si on se tente vers l'Iran maintenant, on voit que leur focus est très axé sur l'infrastructure physique, les systèmes de contrôle industriel. Oui, particulièrement les automates de la marque Rockwell, qui sont très utilisés dans les secteurs de l'eau et de l'énergie aux États-Unis et en Israël. Ce qui m'a frappé dans les sources, c'est ce fameux incident disparant. Les médias iraniens affirment qu'une opération, probablement américaine selon eux, a complètement briqué des routeurs Cisco, Juniper et Fortinet. Le terme est important, oui, briqué en équipement. Pour donner une image, une analogie à ceux qui nous écoutent. C'est un peu comme s'attaquer aux ponts et aux routes qui mènent à une forteresse. On n'a pas besoin de détruire le château de l'intérieur si plus personne ne peut y entrer ou en sortir. C'est une excellente analogie. Parce que briquer un routeur, c'est pas juste ralentir la connexion Internet, c'est corrompre son cœur logiciel, son firmware. L'appareil devient littéralement une brique, un presse-papier en métal. Donc on doit envoyer quelqu'un physiquement pour le remplacer. Exactement. Le technicien doit se déplacer, c'est une logistique lourde.
Et pour revenir aux automates Rockwell ciblés par l'Iran, là on touche à la technologie opérationnelle. C'est ce qui ouvre une vanne d'eau ou régule la tension électrique. Ce qui veut dire des coupures de courant ou des inondations bien réelles. Corée du Nord ont des postures encore différentes. Les rapports identifient des réseaux mandataires chinois, comme Volt Typhoon et Flax Typhoon, qui ciblent les routeurs domestiques. Et la Corée du Nord avec le groupe Lazarus, qui continue de voler massivement des crypto-monnaies. Oui, pour la Corée du Nord, le cyberespace, c'est d'abord une machine à financer l'État. Mais la stratégie chinoise de Volt Typhoon est passionnante. Ils utilisent ce qu'on appelle le living off the land, vivre sur le pays. C'est-à-dire qu'ils n'utilisent pas de virus identifiable. C'est ça, ils utilisent les outils d'administration qui sont déjà dans Windows. Ouais. Ça passe sous le radar des antivirus. Et en infectant des routeurs de particuliers, quand ils lancent une attaque contre une base militaire, l'adresse IP qui s'affiche, c'est celle de la box Internet d'un citoyen ordinaire. Un camouflage parfait, en fait. Exactement. Ils peuvent rester en sommeil des années juste pour être prêts le jour où une crise éclate. Mais toute cette patience humaine dont on parle, elle semble aujourd'hui balayée par l'intelligence artificielle. C'est vraiment la révélation majeure d'avril 2026. L'onde de choc Mythos. Ah, Claude Mythos, développé par Anthropic. Oui, c'est un bouleversement majeur. Les rapports montrent que ce modèle a fait preuve de capacité de piratage autonome inédite. Il a découvert des vulnérabilités vieilles de plusieurs décennies, ce qu'on appelle des zero-day, et il a généré les codes pour les exploiter. Est-ce qu'on est face au moment fission nucléaire de la cybersécurité ? Alors, faut peut-être tempérer un tout petit peu, mais sur le fond, oui, l'impact est colossal. Juste pour préciser, un zéro day, ça ne veut pas forcément dire que la faille est vieille. Ah d'accord. Ça veut dire que l'éditeur du logiciel a eu exactement 0 jour pour s'y préparer. Il n'y a aucun correctif existant. Historiquement, pour une équipe étatique, trouver un 0D, ça prenait des mois de recherche acharnée. Et avec Mythos, ce n'est plus le cas. Avec un modèle d'IA de cette taille, il peut ingérer des millions de lignes de code en quelques secondes, repérer une erreur infime et rédiger le script d'attaque dans la foulée. L'asymétrie de l'effort est complètement détruite. L'automatisation fait le travail des mois en quelques minutes. Et le pire, c'est que ce modèle n'est pas resté confiné. Les sources indiquent qu'il a fuité via un fournisseur tiers. Ça souligne vraiment la vulnérabilité de la chaîne d'approvisionnement, en fait. Absolument. Vous pouvez avoir une forteresse numérique impénétrable au centre. Si les sous-traitants ou les fournisseurs cloud qui ont des accès privilégiés sont piratés, tout s'effondre. C'est la porte de service qui reste ouverte. Et ces vulnérabilités systémiques, elles se reflètent dans les fuites de données ahurissantes qu'on a vues récemment. Rien qu'en France, la brèche de l'Agence nationale des titres sécurisés, la NTS, ça a touché 19 millions de citoyens. Sans oublier le portail EduConnect, oui. Et à l'international, les systèmes électoraux au Guatemala, la trésorerie du Chili, mais le chiffre qui donne le vertige, c'est en Chine. Le Centre national de calcul intensif de Tianjin. On parle de 10 pétaoctets de données volées. Comment on sort 10 pétaoctets d'un centre ultra sécurisé sans déclencher d'alerte ? C'est tout l'art de l'exfiltration low and slow, comme on dit, lente et furtive. Si vous essayez de faire passer 10 pétaoctets d'un coup, c'est comme essayer de vider un océan dans un tuyau d'arrosage. Ça sature et les administrateurs coupent tout. Donc ils le font au compte-gouttes. Exactement. Ils compressent les données, les masquent en trafic Internet normal et les sortent goutte à goutte, la nuit, en les répartissant sur des centaines de serveurs relais. Et là, on ne parle pas de mots de passe volés, on parle de propriété intellectuelle sur l'aéronautique ou les matériaux avancés. C'est de l'espionnage industriel à très grande échelle. Il y a une autre méthode de collecte qui est détaillée dans les rapports et qui est, disons, très différente car elle est totalement légale. C'est le système Weblock. Oui, la surveillance par la publicité. C'est une zone grise très inquiétante. C'est ça. Weblock aspire des données publicitaires pour créer un réseau de surveillance mondiale sans aucun piratage. Comment c'est techniquement possible ? En fait, ça repose sur les enchères en temps réel, le real-time bidding, qui finance la plupart des applications gratuites. Quand vous ouvrez la météo sur votre téléphone, l'appli met l'encart publicitaire aux enchères en 1 milliseconde. D'accord. Et pour que les annonceurs enchérissent, l'application leur envoie votre position GPS exacte, le modèle de votre téléphone, etc. Weblock, c'est simplement le fait d'acheter ces flux de données tout à fait légalement. Donc, juste en achetant des données pub, on peut suivre n'importe qui. Exactement. Vous croisez un téléphone qui dort à telle adresse à 3 heures du matin et qui se trouve dans une base militaire à 10 heures, vous venez d'identifier un officier sans avoir jamais piraté un serveur gouvernemental. La frontière entre données commerciales et cyberattaques n'existe plus. C'est vertigineux.
Face à tout ça, les décideurs tentent évidemment de réagir. Les rapports mentionnent l'opération Power Off, coordonnée par Europol. Une très belle opération, oui. Oui, ils ont démantelé 53 domaines et identifié 75 000 utilisateurs de services de DDoS à la demande, mais sans vouloir être cynique, les rapports indiquent aussi que ces criminels vont juste migrer vers le dark web. Est-ce qu'on n'est pas simplement dans un jeu de la taupe infinie, le fameux whack-a-mole? On entend souvent cet argument du whack-a-mole, oui. Mais en fait, l'objectif d'Europol n'est pas d'éradiquer le phénomène, c'est impossible. L'objectif, c'est d'imposer ce qu'on appelle de la friction, De la friction? c'est-à-dire augmenter les coûts pour les attaquants. Exactement. Quand le FBI ou Europol saisit un domaine et affiche son logo en grand, ça détruit la confiance entre les criminels. Le client qui louait ce service sait que son identité est compromise. L'opérateur doit racheter des serveurs, recréer un réseau. Ça prend du temps, ça coûte de l'argent. Et ça élimine peut-être les criminels les moins expérimentés. Voilà, ça sort les petits acteurs du marché, ça les force à être plus prudents, et donc ça ralentit l'ensemble de l'écosystème. On voit aussi des initiatives qui se mettent en place au niveau technologique et diplomatique. Il y a ce projet Glasswing, une collaboration entre Anthropic, d'autres géants de la tech et des gouvernements, pour utiliser l'IA de manière défensive cette fois. Oui, c'est la réponse directe à des modèles comme Mythos, déployer des IA pour défendre les réseaux à la même vitesse. À côté de ça, la Corée du Sud a décidé de retarder ses propres directives sur l'IA, le temps de réévaluer la sécurité. Et on note une initiative très intéressante de l'OSCE qui forme actuellement des magistrats en Ouzbékistan pour traiter la cybercriminalité. C'est crucial en fait. Le droit international ne fonctionne que si les juges locaux peuvent l'appliquer. Si un juge ouzbek ne sait pas rédiger une demande internationale pour obtenir des adresses IP, l'enquête s'arrête là. Ces formations, ça réduit les zones de non-droit numérique dans le monde. Et pendant ce temps, l'OTAN maintient une posture très particulière, une ambiguïté stratégique sur ses réponses aux cyberattaques. Pourquoi ne pas tracer de lignes rouges claires? Parce que tracer une ligne rouge, c'est donner le mode d'emploi à l'adversaire. Si l'OTAN dit « une coupure d'électricité de 24 heures causée par un piratage est un acte de guerre », l'attaquant fera en sorte de couper le courant pendant 23 heures et 59 minutes. Ah, je vois. L'ambiguïté maintient la dissuasion. Exactement. L'attaquant ne sait jamais si son action va déclencher une simple note diplomatique ou une riposte militaire conventionnelle. C'est le meilleur pare-feu dont l'Alliance dispose aujourd'hui. Très clair. Pour terminer sur les perspectives, les agences de renseignement pointent 3 grandes tendances à surveiller. La première, c'est L'élaboration difficile de traités internationaux sur les armes cyber-IA, ce qui sera très long à mettre en place, malheureusement. oui, La deuxième, c'est l'évolution tragique des attaques par rançongiciel contre les institutions de santé. Les criminels ciblent les hôpitaux parce qu'ils savent que l'urgence vitale pousse à payer plus vite. c'est cynique, mais redoutablement efficace d'un point de vue criminel. Et la troisième tendance, c'est l'émergence des cadres de sécurité zéro confiance, couplés à l'informatique quantique. Absolument. Le zéro confiance, ça veut dire qu'on ne fait plus confiance à personne sur le réseau, même en interne. Et avec l'informatique quantique qui risque de casser nos mots de passe actuels dans les prochaines années, c'est une transition technologique obligatoire. Ça nous amène à une réflexion finale, un peu provocatrice peut-être. Quand on voit des projets comme Glasswing qui développent des IA défensives pour contrer des IA offensives comme Mythos, on peut se demander si le futur des conflits ne se jouera pas à une vitesse telle que la décision humaine deviendra obsolète. C'est la grande crainte, oui. Une guerre silencieuse, où des machines s'affrontent en quelques millisecondes dans nos infrastructures quotidiennes, nos réseaux d'eau, nos banques, et ce, avant même qu'un décideur humain n'ait eu le temps de lire le premier rapport d'alerte. C'est un scénario très réaliste. L'humain devient le goulot d'étranglement de sa propre défense. Et c'est justement pour suivre ce rythme que des outils d'analyse avancés sont aujourd'hui indispensables. Et on rappelle que c'est exactement ce que propose l'application Stylo News qui a généré notre base de travail aujourd'hui. Une application mobile et de bureau accessible à tous. Tout à fait. Elle permet de personnaliser des notes de synthèse, comme de véritables briefings de renseignements personnels. Elle scanne des centaines de sources traditionnelles et des réseaux comme X, et elle traduit tout ça depuis plus de 20 langues en moins de 60 secondes. C'est ça qui est fort, c'est d'avoir accès à une technologie de niveau gouvernemental dans son téléphone. Exactement. Alors si vous souhaitez obtenir ces actualités sur mesure propulsées par l'IA, il est possible de s'abonner directement sur le site www.stylonews.com. Un outil précieux pour séparer le bruit de fond de l'information stratégique. Absolument.
Merci à toutes les personnes qui nous écoutent d'avoir suivi cette exploration détaillée des lignes de front invisibles. Nous espérons que ce tour d'horizon factuel vous aura été utile. Merci à tous. Et n'hésitez pas à proposer des sujets pour de prochaines émissions. Et bien sûr, vous pouvez suivre Stylo News sur vos réseaux sociaux favoris. Merci encore de votre attention et d'ici là, restez informés. À très bientôt.